Salut chers amis. Certainement vous avez remarqué que le cadre a changé. Il fait tellement tard en Europe, en Afrique, mais nous on ne dort pas avec ce qui nous fait mal au cœur. Nous sommes au 3 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, chers amis, rapidement nous allons essayer de regarder le contexte des péages que SASU venait de mettre sur la route nationale numéro 1. On peut dire une route qui a été bitumée sur 534 km, qui part quasiment de Brazzaville jusqu'à un peu plus au nord du pays, au nord de Brazzaville, on peut dire comme ça, donc dans les plateaux. Cette route qui représente l'unique possibilité de rejoindre Pointe-Noire par la voie d'automobile. Bon, et nous savons que cette route a été financée avec les fonds du contribuable congolais, donc l'argent du public. Et tout ce qu'on finance avec l'argent du contribuable congolais, l'argent des finances, un gouvernement comme celui de SASU qui n'a pas été élu par le peuple congolais, un gouvernement qui n'a pas la légitimité du peuple, n'a pas ces devoirs-là et ces responsabilités-là et cette autorisation-là de se permettre de pouvoir simplement donner la route entre guillemets à deux concessionnaires, comme venait nous parler ici d'une compagnie française et une compagnie chinoise. Bon, nous le savons que selon la prédation chinoise expliquée par M. David Malpass lorsqu'il était passé devant la commission finances et budget du Congrès américain, il avait eu à expliquer que pour des pays ou des nations qui ne pouvaient pas s'acquitter de leur dette auprès de la Chine, puisque généralement c'est une dette qui a été établie sur les investissements sur des infrastructures, la plupart des temps, les Chinois arrivent à prendre possession de ces biens. Le cas de Djibouti en est un, et dans plusieurs nations. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, cette multinationale chinoise qui a pris, entre guillemets, selon SASU, qu'il y a eu un appel d'offres qui s'était passé en 2016, ce qui est archi faux. Tout simplement, on va essayer de vous montrer un exemple d'appel à l'offre. Quand vous faites affaire à une nation sérieuse, l'appel de l'offre se fait d'une manière publique. Et la plupart du temps, le Parlement responsable qui représente les citoyens, le Parlement, les députés, l'Assemblée nationale qui représente les citoyens, doivent discuter et débattre sur quelque chose qui concerne une route de l'ampleur de la route nationale numéro 1. Parce que ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Chers amis, c'est très important. Il faut que le peuple congolais et le peuple africain puissent comprendre qu'est-ce que c'est la sécurité nationale. La route principale, comme celle de la route nationale numéro 1 ou la route nationale numéro 2, même la route nationale numéro 3, toutes les routes qui partent de Lodima au fin fond de Bambama, de Dolizy au fin fond jusqu'aux frontières du Gabon, de Dolizy jusqu'à Kimongo, de Dolizy ou encore de Pointe-Noire jusqu'au Bakwilou. Vous voyez, chers amis, de Pointe-Noire à Brazzaville ou de Brazzaville au fin fond du nord du pays, ça fait partie des routes qui ne peuvent pas être privatisées. Chers amis, il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Ce sont parce que toutes ces routes sont liées au citoyen le plus ordinaire congolais qui va se déplacer. C'est lié à tous ces citoyens-là qui se démerdent par des voies et moyens pour se nourrir. Ne confondez pas les choses, chers amis. Nous ne sommes pas en Occident, nous sommes en Afrique, dans un pays pauvre, dans un pays qui est très mal géré par des individus. Nous ne sommes pas en Occident, parce que même en Occident, chers amis, les routes principales ne peuvent pas être privatisées. On construit pour ceux qui sont dans la partie anglophone, on appelle ça les toll roads, donc des routes, des concessions privées et publiques qui financent ces genres de routes-là. Ces routes-là permettent de pouvoir réduire la distance. C'est des raccourcis qui vous permettent de vite atteindre votre lieu où vous êtes en train d'arriver. Un raccourci qui vous permet de se connecter après sur la route principale.
Et ce sont ces raccourcis-là qui font partie du financement privé, que ce sont ces routes que on peut le transformer au système de péage. Si un appel d'offres avait été lancé en 2016, comment ça fait-il que le Parlement de Sassou n'est pas au courant de ça? Comment ça fait-il que les députés qui représentent le peuple pour l'ampleur d'une route comme la route nationale numéro 1 n'étaient pas informés? Et il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée de Sassou. Vous voyez que c'est une manipulation. Nous allons vous montrer tout un exemple. Permettez-nous simplement. Ici, nous sommes dans le cadre de l'Ouganda. Vous avez vu là, l'Ouganda, un appel d'offres lancé en Ouganda pour la construction et l'exploitation d'une autoroute d'un coût d'1 milliard. On dit quoi? Un appel à l'offre. Donc, où est-ce que je l'ai eu? Allez-y sur Afrique Économie et vous allez donc aller voir un appel d'offres lancé en Ouganda pour la construction et l'exploitation d'une autoroute d'un coût d'1 milliard de dollars. Là, nous faisons affaire à un pays sérieux. Excusez-moi, simplement, je vais essayer d'ajuster la caméra. Un instant. Voilà. Donc, on va essayer de... Voilà, un instant, chers amis. Ça, c'est un exemple, hein, chers amis, dans un pays sérieux. Voilà, dans un pays sérieux. Un appel d'offres en Ouganda. Un appel d'offres que l'Ouganda a lancé pour la construction de l'exploitation d'une autoroute qui va coûter 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Mais ce qu'on nous fait croire que la route nationale numéro 1, qui avait été construite par les fonds publics, et l'appel d'offres s'est passé dans les couloirs. C'est-à-dire que le peuple congolais qui est propriétaire des fonds qui a permis qu'on puisse construire cette route n'est pas informé. Comment pouviez-vous expliquer que vous avez construit une route sous le financement, ce que vous eux-mêmes se sont lancés sur cette affaire de municipalisation accélérée avec les fonds publics, et vous décidez après de céder cette route à des concessionnaires privés? C'est inacceptable, chers amis. C'est inacceptable. Vous ne pouvez jamais voir ce genre de choses. Nous sommes dans un pays pauvre, dans un pays sous-développé, où la principale route va être donnée aux étrangers pour gérer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous tenons simplement à dire au peuple congolais, attention, ne rentrons pas dans cette cacophonie de laisser l'opportunité à Sassou, de Sassou qui est en train simplement de briser le Congo, de tout vendre au Congo, simplement laisser les prédateurs étrangers de récupérer le Congo, de récupérer tout ce qui appartient au peuple. Parce que Sassou n'a pas reçu le mandat du peuple congolais. Il ne peut pas se permettre de vendre le Congo, de vendre tout ce qui appartient au Congo, chers amis. Il va falloir que nous élevons à un niveau très élevé. Nous ne sommes pas là en train de faire de la politique, mais c'est une réalité qui est là. Et vous faites face à un peuple, on va simplement aller chercher, vous faites face à un peuple qui est en train d'acclamer, qui est en train simplement d'applaudir ceux-là qui sont en train de vendre le Congo. Les raisons que Jean-Jacques Bouya vous dise, bon, il va falloir que la route se produise, que la route s'entretienne, que ce sont les fonds déversés par les péages qu'ils ont mis, qu'ils vont se mettre simplement à entretenir la route. C'est inacceptable. Vous avez conçu la route avec les fonds publics et vous vous êtes décidé vous-même dans votre clan de la famille de, entre guillemets, de donner les routes au privé pour pouvoir gérer. Bon, nous savons que ça fait partie de la prédation. Les Chinois vont récupérer toutes les infrastructures dont le Congo n'a pas payé. Mais ce que vous devez savoir, que le système Sassou nous a fait miroiter que ces routes ont été conçues avec l'argent du Congo, donc avec les bénéfices revenant du domaine pétrolier. Et ça pose véritablement un problème. Si vous avez construit la route de Brazzaville-Ponton avec l'argent du public, comment ça fait-il que vous vous êtes décidé seul de pouvoir donner cette route aux concessionnaires privés sans pourtant qu'il y ait même débat à l'Assemblée nationale? Et ça pose véritablement un problème de gestion et un problème que tout un chacun de nous est en train de se questionner. Donc rapidement, nous allons aller voir ce message.
ce qui est curieux, hein, chers amis, ce qui est très curieux, c'est de voir le peuple congolais qui a simplement perdu la tête parce que nous faisons face à un peuple qui acclame tout, un peuple qui arrive à chanter pour celui-là qui est en train de piller le pays. Je vais simplement essayer de retrouver cette vidéo dont quelqu'un venait de m'envoyer, je crois qu'il me l'a envoyé par WhatsApp, où vous aviez, entre guillemets, les vieux de Igné. On peut dire, bon, c'est très malheureux pour nos grands-parents qui sont manipulés par un démagogue qui viennent jeter du vin de palme pour des initiés, ils vont comprendre. Et vous avez un peuple qui est en train d'acclamer Oumela Sekona Seko. Sassou, c'est un dieu. L'homme qui vous fait payer la route, vous êtes en train de le chanter Oumela Sekona Seko. Mais où est parti l'argent du pétrole? L'argent qui nous ont fait croire que c'était l'argent qui ressortait des bénéfices liés au pétrole. Où est parti cet argent? Alors c'est là où le peuple va réellement prendre conscience, parce que vous ne pouvez pas se mettre à acclamer un homme qui est en train de briser le Congo. Mais ce que vous devez comprendre, chers compatriotes, démocrates africains, les amis du monde entier, même ceux-là qui supportent Sassou, c'est que qu'est-ce qui va arriver avec cette inflation que nous sommes en train de voir? Je vais simplement aller regarder, je vais simplement aller à Brazza News pour essayer un peu de donner une certaine idée aux amis du monde entier, à nos partenaires canadiens et américains qui nous suivent. Comme ça, les gens vont réellement comprendre de quoi nous sommes en train de parler par rapport à ces péages que ça soit mis sur une route économique, une route principale. Parce qu'il faut le dire qu'on ne peut pas brader une route principale. Une route économique qui serve l'intérêt des citoyens ne peut pas être donnée au privé. On ne peut pas se permettre de mettre les péages parce que nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans un pays sous-développé. Un pays sous-développé doit promouvoir le bon vivre des citoyens, la libre circulation des marchandises et des biens pour pouvoir encourager l'économie. Mais la plupart du temps, si nous essayons de regarder, qu'est-ce qui finance l'économie au Congo? Mais ce sont des petits commerçants qui font déplacer des marchandises du village vers les centres urbains. Vous voyez, chers amis. Donc, vous allez donc condamner ces citoyens-là de pouvoir mettre un peu beaucoup plus dans leur poche. Et même ces citoyens qui avaient l'habitude de pouvoir essayer d'encourager des gens de travailler pour eux, donc générer des petits emplois, des petits emplois éphémères, n'auront plus ces possibilités de générer ces emplois. Ça pose véritablement un problème. Déjà, nous sommes dans un pays où le coût du carburant est très élevé, même pour en avoir. Vous demandez encore aux gens de pouvoir payer sur les déplacements des routes. Ça pose véritablement un problème. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous nous dirigeons vers une inflation à outrance, puisque nous sommes dans un pays où il n'y a pas de régulation. Une inflation à outrance. Vous imposez aux petits commerçants congolais de pouvoir mettre un peu beaucoup plus dans leur poche pour payer les routes. Et les marchandises qui vont se mettre à déplacer, ils ne vont pas les vendre gratuitement au prix normal. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, puisque sur cette route, il y a au moins 6 péages, donc il faut se dire que quand un commerçant veut prendre son Mukalu au nord du Congo pour l'acheminer à Pointe-Noire, il fera face à lui 6 péages. Donc, dans chaque péage, on va essayer simplement de montrer à ceux qui nous soutiennent au Canada et aux États-Unis pour qu'ils puissent comprendre de quoi nous sommes en train de parler sur ces péages, pour qu'ils puissent avoir une certaine idée. Je vais simplement essayer de chercher cette fiche des péages et le coût qui avait été mentionné. Voilà, chers amis, excusez-moi, je vais simplement essayer de bouger la caméra. Bon, ça c'est les tarifs qui ont été mentionnés par les nouveaux concessionnaires, ceux-là qui ont pris, entre guillemets, la route nationale numéro 1, qui est la route principale du Congo-Brazzaville, de tous les Congolais, qui vont désormais se mettre à payer. Donc vous avez une petite voiture qui payera 1500 par péage. Vous comprenez? 1500 francs CFA par péage.
une moto, un vélo, voilà, paiera 1500 francs CFA par péage, comme il y en a 6. Donc vous comprenez que combien ces gens-là vont commencer à déverser. Un petit pick-up, voilà, qui va se mettre à payer 2000 par péage. Un véhicule à plus de 3 tonnes, un peu moins de 3 tonnes et demi, donc un petit autobus paiera 3000 par péage. Et si vous essayez de regarder, des bus paieront 13 000 par péage. Des véhicules un peu poids lourds moyens paiera 20 000 par péage. Et vous aviez les poids lourds paieront 40 000 par péage, ce qui représente beaucoup d'argent pour ces citoyens congolais qui essaient de nourrir, si vous voyez, de nourrir le peuple dans son ensemble par le petit commerce que ces gens-là exercent en faisant bouger la marchandise d'un point A à un point B, parce que nous savons que la plupart des grands centres du pays se retrouvent dans des villes. Excusez-moi, je vais simplement essayer d'ajuster cette caméra. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que ça pose véritablement un problème. Et tout cet argent sera indexé dans le prix des marchandises, dans les prix de marchandises. Et nous savons que les salaires ne sont pas payés au Congo. Les retraités qui ont travaillé, qui ont contribué de leur argent, ne perçoivent pas leur pension. Donc vous voyez que comment ces gens-là vont se faire pour nourrir. Déjà, ils ont des difficultés pour se nourrir. Et là, on vient d'ajouter une charge de péage sur les routes. Alors, le peuple congolais ne peut pas être victime de la mauvaise gestion d'un clan, d'une famille. Ceux-là qui ont mal géré le pays, ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo, chers amis. Le peuple congolais ne peut pas être victime de cela. Mais pourquoi ce peuple-là ne se lève pas? À la place, ce peuple se met à acclamer. C'est incroyable, chers amis. Je suis en train de chercher cette vidéo-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'envoyer, où vous aviez des citoyens avec ils bondissent les drapeaux du parti congolais du travail, donc le parti nazi, pour dire à Sassou Oumela Sekuna Seko, ça veut seulement dire qu'il soit là éternellement. C'est incroyable, chers amis. J'ai eu la chair de poule en écoutant ce peuple-là, qui est souffrant. Ce même peuple qui se met tous les jours à nous appeler, nous qui sommes leurs enfants, qui se retrouvent à la diaspora, pour leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent vivre, se mettent à clamer le bourreau. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes dans un pays sous-développé et ceux-là qui ont mal géré le pays cherchent comment renflouer les caisses de l'État. Mais en réalité, ce ne serait pas une façon de renflouer les caisses de l'État. Ce sera renflouer les caisses des mêmes individus. Donc, ils ont trouvé une autre possibilité d'arnaquer le peuple jusqu'au plus bas niveau. Donc, vous voyez, tout le monde à l'esclavagisme, à prendre même le minimum qui appartient au plus bas des citoyens. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a des gens qui sont là en train d'acclamer. Il y a des hommes politiques qui sont là en train d'acclamer, qui sont toujours derrière Sassou. Il y a des militaires qui sont toujours là derrière Sassou. Celui-là qui est en train de faire souffrir les populations et leurs parents. C'est incroyable, chers amis. C'est incroyable. Donc, on le dit, chers démocrates africains, nous l'avons dit, hein, chers amis, nous faisons face à un peuple qui ne veut pas écouter, un peuple dont tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail en vain. Et c'est une déception énorme, un travail en vain, chers amis. Un travail en vain. Et qu'est-ce que nous allons faire à un peuple qui ne bouge pas, à un peuple qui ne fait que acclamer celui-là qui leur met dans cette situation? Ils sont venus avec la taxe sur le domaine foncier. Ils veulent arnaquer tout le peuple. Le peuple là ne bouge toujours pas, malgré qu'on leur a dit ne payez pas. Mais ce peuple là ne bouge pas. Ils sont là condamnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du pétrole? Demandez-leur. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du pétrole? Au lieu que Sassou se mette à payer, à faire payer les citoyens congolais qui sont déjà souffrants, qui n'ont pas de moyens, nous allons lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il puisse au moins avoir l'argent. Vous voyez? Donc ici, nous ne venons pas simplement critiquer, mais nous lui donnons aussi quelques propositions. Au lieu qu'il arrête de faire souffrir ce peuple, qui est déjà souffrant, qui n'a déjà pas de moyens. Nous nous donnons par exemple un exemple. Il peut récupérer de l'argent sur la pollution due au transfert, due
simplement au transport des tankers, c'est-à-dire le chargement et le déchargement des tankers au niveau du Pointe-Noire, au niveau des larges du Congo. Il peut récupérer, excusez-moi, il peut récupérer cet argent. Qu'il demande donc à Total et Eni de commencer à payer les taxes sur l'exploitation du pétrole au Congo. Aucun parlementaire congolais ne connaît en réalité si Total paye des taxes ou non. Combien Total paye des taxes sur chaque baril de pétrole qu'ils prennent dans notre pays? Qu'ils disent au peuple. C'est le moment où jamais que le peuple congolais va commencer à demander des comptes à rendre à sa source, qu'il explique au peuple devant un parlement comment ils arrivent à taxer le pétrole extirpé par Total, extirpé par Eni sous le sol congolais. Comment ils arrivent à taxer le gaz qu'ils extirpent au sous-sol congolais, à Total et Eni, toutes ces compagnies qui font l'exploitation du bois au Congo, l'exploitation des mines au Congo. Voilà, c'est là où ça devait commencer. Que ce peuple-là commence à leur dire, nous ne payons pas au péage, qu'ils nous disent comment ces compagnies-là payent des taxes. Il y a encore un moyen qu'il peut utiliser pour vite récupérer de l'argent qu'il est en train de chercher, puisqu'il est en train de chercher à aménager le budget 2019 pour qu'il puisse avoir le prêt du Fonds monétaire international. Puisque dans les négociations avec la Chine, il est question de donner la route nationale numéro 1 à une concession chinoise. Et éventuellement, les Français viennent simplement pour prendre leur part. Voyez. Et donc, pensons que la Chine va alléger la dette pour permettre donc à Sassou de récupérer l'argent au Fonds monétaire international et continuer à bien vivre, à bien voler. Il y a une façon qu'il laisse ce peuple-là tranquille. Au lieu qu'il impose le peuple les taxes sur le domaine foncier ou de payer ces routes-là, les taxes sur des produits pétroliers peuvent en une fraction de seconde, lui donner tout ce qu'il veut. Des tankers qui viennent s'accoster au large de Pointe-Noire exercent une pollution énorme dans l'environnement au Congo. Vous le savez qu'un tanker ne voyage jamais vide. Il y a de l'eau de mer qu'on pompe à l'intérieur pour essayer d'apporter ce qu'on appelle les ballasts, c'est-à-dire que l'équilibre au niveau des tankers. Et quand ces tankers arrivent à Pointe-Noire, ou dans les larges du Congo, ou en Kossa, ou en haute mer, pour faire le transfert du brut, qu'est-ce qu'on fait? On remplit les vases, on déverse donc une partie des ballasts au niveau de la mer, mais ces ballasts-là, c'est une pollution, c'est une pollution. Parce que ces tankers-là chargent cette eau de mer dans un autre pays. Donc il y a des échanges sur l'écosystème marin qui vont affecter le Congo. Et donc cette eau, selon l'Organisation internationale maritime, c'est une eau qui est considérée comme une pollution marine. Et donc, ça nécessite un contrôle. Et donc, ça peut tout de suite quantifier cet argent et mettre ce que nous appelons un coût sur l'empreinte carbone sur cette eau. Donc, c'est un gain qu'il peut avoir et il va laisser la population tranquille de se déplacer. Ça c'est sur le premier point. Il peut encore avoir de l'argent par ces mêmes tankers qui viennent charger à Pointe-Noire. Vous savez, quand on transfère le brut dans des vases, il faut donc laisser une partie ouverte à l'atmosphère pour laisser échapper les hydrocarbures. De vouloir imposer les Congolais le péage, un peuple qui est déjà souffrant, nous te donnons une petite intelligence que tu peux faire pour aller récupérer cet argent et annuler ces péages inutiles. Vous voyez, donc nous avons parlé de la pollution marine, du transfert du brut dans les tankers et éventuellement l'eau des ballasts qui sert à balancer les tankers qu'on déverse dans les larges Pointe-Noire. Cette eau, c'est une eau polluée et donc tu peux quantifier cette eau et simplement la facturer soit au marchand, soit à la compagnie qui exploite, si c'est Total ou Eni, ainsi de suite. Vous voyez? Et donc on te donne encore l'intelligence. Au lieu que tu emmerdes le peuple, que tu as déjà tout volé avec des péages et avec des taxations,
quand tu fais le transfert du brut dans les vases des tankers, il y a la partie supérieure qu'on laisse à l'atmosphère qui font donc échapper les hydrocarbures, donc le gaz simplement. Pourquoi on le laisse? C'est simplement pour éviter d'accumuler des hydrocarbures, des quantités de gaz, et donc avec la réaction avec l'oxygène qui se retrouve dans l'air et simplement créer ce que nous appelons une combustion complète. Vous voyez, chers amis. Donc, on les laisse échapper. Et tous ces gaz-là, tu peux les quantifier. Tu peux encore le facturer, ce que nous appelons ici l'empreinte au carbone. C'est ce que l'Occident fait. L'Occident taxe tout ce que nous appelons les rejets à l'atmosphère. Et vous voyez, au Congo, ça ne se fait pas. Hein? Au Congo, ça ne se fait pas. Donc, tu peux déjà avoir de l'argent là, avec sur Total et Eni, les rejets des torchères en mer. Tu peux quantifier tous ces rejets sur l'empreinte du carbone. Et ça puisque c'est des produits qui sont déversés sur l'environnement, ça peut t'aider. Hein? Ça peut t'aider à avoir des fonds et qui te permet aujourd'hui de laisser ce peuple-là tranquille au lieu de venir avec des péages, avec des taxes sur le domaine foncier. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes en train de le dire au peuple congolais, tous ces rejets de l'exploitation des hydrocarbures, du transport des hydrocarbures, du transfert des hydrocarbures, constitue une empreinte, un carbone très important qui peut être facturé. Et donc, va chercher tes taxes là-bas. Laisse le peuple congolais tranquille, puisque tu te dis le roi du Sassou, ce peuple-là te chante Oumela Seko na Seko, donc tu dois être là éternellement. Donc laisse au moins ce peuple-là qui ont de te vénérer, et toi qui es devenu le dieu des Mboshi, le dieu de ce peuple, vous voyez. Et donc nous te donnons une petite intelligence qui te permet d'aller chercher l'argent des taxes, au lieu que tu emmerdes le peuple. La route principale ne peut pas être privatisée. La route nationale numéro 1 ne peut pas, tu ne peux pas installer plus de 6 péages. Nous allons encore vous montrer un petit exemple de la bonne gestion. Ce qui est curieux, hein, chers amis, c'est que cette route qu'on vous a présentée, selon eux, c'est une route qui a coûté 2 milliards de dollars américains. Mais vous voyez, chers amis, hein, le Kenya a construit une autoroute. Hein. Quand on parle de l'autoroute, vous avez peut-être deux ou trois voies allant dans un seul sens, 2-3 voies venant de l'autre sens. Une route qui est de 300 et 530 km. Autoroute de 530 km. Ce n'est pas la piste hein, qu'on vous a mis à Pointe-Noire où les véhicules se croisent sur la même voie. Et nous avons déjà fait une vidéo là où nous avons parlé les constructions sur du sable de Jean-Jacques Bouya, le vol, le pillage sur 3 dimensions. Nous avons déjà fait, allez-y regarder. Sur le Kenya, ils ont construit une route de 530 km. Mais l'autoroute numéro 1, la route nationale numéro 1 du Congo-Brazzaville, c'est 534. Donc il n'y a que 4 km de différence pour le Kenya. On va vous le dire, c'est une autoroute qui a coûté 620 millions de dollars. 620 millions de dollars. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Il va falloir que le Congolais essaie de regarder de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Nous sommes ici, si vous voyez, le Kenya va construire, c'est une route qui est déjà construite, voilà, une autoroute de 530 km pour stimuler le commerce en Afrique. Et si vous voyez le prix, on vous le dit, simplement ici, vous allez le regarder ici, une autoroute dans le cadre d'un accord de 620 millions de dollars a été signé mercredi par le pays d'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, 620 millions. Celui que Sassou a construit, qui ne sépare même pas les voies allant et les voies aller et retour. Tous les véhicules se rencontrent sur la même voie. Je vais simplement essayer d'ajuster. L'autoroute de Sassou, dont il a donné au concessionnaire privé ici, et qui est la route nationale numéro 1 qui part de Brazzaville à Pointe-Noire, une route de 534 km, a coûté 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars américains. Comment pouvez-vous expliquer une route de 534
kilomètres qui coûte 2 milliards de dollars américains et une route de 530 kilomètres, donc une différence de 4 kilomètres, qui n'a coûté que 620 millions de dollars au lieu de milliards, 620 millions. Vous voyez, chers amis. Pourquoi cette différence? Donc vous comprenez que, chers amis, nous faisons face à une situation très grave et ça va susciter l'intérêt de tout le peuple congolais, l'intérêt de toute sa diaspora, l'intérêt de tous les cadres de ce pays. Mais le PCT, ouvrez un peu les yeux, ne nous prenez pas comme des malades mentaux. Tout ce que nous venons de dire, c'est une réalité. Comment vous vous êtes fait manipuler par un homme jusqu'à ce point? Un homme qui est en train de brader tout le pays devant vous, personne n'est incapable de réagir. À la place, vous êtes là en train de l'acclamer. Vous voyez? Voilà un peu sur ce point que nous tenons à dire. Rapidement, je vais essayer d'apporter une réponse claire et nette au pasteur Maungu, qui venait de passer sur la radio de la communauté de John Lewis. Hier, nous avons tous suivi ce pasteur qui est venu avec une idéologie qu'il faut, la diaspora doit mettre une force politique unique pour combattre le système Sassou. La diaspora doit s'organiser pour organiser une conférence nationale numéro 2 à Brazzaville. La diaspora, voilà un peu dans ce concept-là. Bon, nous sommes clairs dans tout ce que nous sommes en train de dire. La diaspora n'est pas un parti politique. Puisque je vais simplement dire à M. Maungu, le pasteur, et puis il y a eu un autre M. Maungu qui a intervenu, qui a dit qu'il faut coopérer dans ce sens-là. La diaspora n'est pas un parti politique. La diaspora, elle est diverse. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Amérique, et ainsi de suite. Elle est diverse. La diaspora n'est pas un parti politique. Pour se conférer en un seul bloc, un bloc qui vise quoi? Choisir des leaders, et des leaders qui vont aller chercher quoi? Le pouvoir. Alors, notre vision, nous sommes en train de vous le dire, notre vision de voir dans ce combat ne va pas dans ce sens. Le danger, quel est le danger? Le danger de conférer la diaspora dans une structure politique. C'est quoi? C'est d'enlever à la diaspora l'étiquette de la société civile, qui est très soutenue par les organisations de droits de l'homme, les organisations des Nations Unies, par les structures politiques, ainsi de suite, de la communauté internationale. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le danger de pouvoir fédérer la diaspora dans un groupe politique, c'est simplement mettre à la tête des leaders qui peuvent facilement être contrôlés et donc qu'on peut corrompre facilement par le système Sassou. Parce que c'est ça la réalité de Sassou. Essayer que les gens soient structurés dans un bloc. Est-ce que ce pasteur Maungu a ces intentions-là? Est-ce qu'il est manipulé par le système Sassou pour venir avec ce discours qui lui demande d'essayer de conférer les groupes? À ce que nous sachons aujourd'hui, chaque groupe au sein de cette diaspora travaille pour un seul objectif. Quel est l'objectif? Déboulonner le régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. C'est ça l'objectif. À ce que moi je vois, personnellement je vois, et nous ne voyons pas dans ces groupes qui travaillent dans ce groupe, leur objectif c'est conquérir le pouvoir au Congo. C'est plutôt changer le système, installer les véritables institutions, et que c'est le peuple qui ira donc choisir son leader, le leader que le peuple veut. Donc, attention à M. Maungu, si vous aviez un cahier de charges caché que Sassou Nguesso vous a donné, nous sommes en train, on vous le dit carrément, nous ne voyons pas la diaspora comme une force politique fédérée dans une structure politique. Non, chers amis. L'objectif d'ailleurs, nous voulons dire, de notre combat, comme lui il est venu le dire que faisons le bilan du combat. Mais quel est le bilan de ton combat? Qu'est-ce que tu fais? Entre-temps, on vous a vu être porte-parole de Mbao, vous vous êtes opposé parce que vous dites que vous êtes un homme de paix. Mais attention, si vous dites que vous êtes un homme de paix, celui du Congo n'est pas un homme de paix. Parce qu'il massacre, il bombarde aux Amblo, il pille le Congo. Et là, il vient d'imposer le pillage, l'homme qui est en train de faire souffrir les populations.
on peut pas parler d'une paix, être un homme de paix avec celui qui tue. Même dans votre Bible, on vous le dit, dans la Bible, il y a eu des grandes batailles, des batailles encouragées par le Créateur lui-même. Vous voyez ça, vous voyez David qui a combattu Goliath, mais c'était un combat, c'était une guerre. Vous voyez. Donc, un homme de Dieu, aujourd'hui, nous savons ce que les hommes de Dieu font au Congo. Les hommes de Dieu sont manipulés. Regardez tous les prêtres de l'église catholique, ils sont derrière Sassou, ils soutiennent Sassou. Là, il y a maintenant une basilique qu'on a construite pour les catholiques à Oyo. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour attirer les catholiques. Les églises privées, qu'il s'agit des églises kimbanguistes, les pentecôtistes, tout le monde, ils sont derrière Sassou. C'est ça le travail des hommes de Dieu. Donc, Archange, je ne connais pas son prénom, il va m'excuser. Moi, je l'appelle M. Maungu, le pasteur Maungu. Votre rôle, c'est éventuellement chercher, pousser au peuple de se libérer. Comment le peuple va se libérer? Il faut que le peuple se révolte. Vous voyez des gens qui s'organisent à l'intérieur pour vendre le pétrole congolais dans des circuits flous. Nous venons de faire un direct tout à l'heure, bien avant celui-là, où nous avons expliqué en quelques lignes comment les gens sont en train de voler l'argent du Congo. Vous allez nous dire que vous allez les déboulonner ces gens-là par un dialogue, par une conférence nationale numéro 2. Une conférence nationale numéro 2 se fera, c'est seulement si nous serons capables, bien avant, de pouvoir déboulonner le régime criminel et dictatorial de Sassou. C'est en ce moment-là que nous allons obtenir cette conférence nationale. Pour le moment, nous pouvons peut-être dire que l'idée du général Mbaou est la meilleure. L'équilibre de forces militaires, parce que c'est l'unique idée qui fera reculer ce petit groupe qui a confisqué les richesses du pays, ce petit groupe qui impose la misère au peuple congolais. Vous voyez, M. Maungu, donc, ne venez pas nous dire que vous êtes un homme de paix. Parce que le peuple congolais ne veut pas d'un homme. Le peuple congolais voit qu'au Congo, il y a un homme de guerre qui est là. Il y a un homme qui tue, il y a un homme qui vole, il y a un homme qui impose la souffrance au peuple. Il y a un homme qui stresse le peuple au maximum, à chaque seconde. Donc revenons-nous. L'idée de fédérer la diaspora, à ce que nous sachions à ce jour, si cette diaspora a été fédérée dans un groupe politique, aujourd'hui, nous n'allons pas réussir, on ne devait pas réussir à pouvoir exploser tout ce qui s'est passé dans le mur au régime Sassou. Le travail qu'est fait les indignés de 242, de pouvoir mobiliser, de pouvoir informer le peuple, de pouvoir informer l'opinion nationale sur les biens pillés de Sassou Nguesso, c'est un travail formidable. Vous pensez que si ça avait été fédéré dans un groupe, il y a des gens qui devaient s'opposer. Parmi ces gens, nous avons des neveux de Sassou Nguesso, vous avez les neveux de Satima Biala, vous avez les neveux de Guy Parfait Kolela, mais ces gens-là sont des partenaires au régime de Brazzaville. Donc vous voyez que fédérer, votre idée de fédérer là, ne peuvent pas travailler. À ce que je sache, le travail que les Donald impérateurs font dans les métros de Paris en train de mobiliser, le travail que tous comment Madame Koumba Malalou fait pour de mobilisation, le travail que Madame Abia fait, le travail que Ondongo Mpandi et son groupe est en train de faire pour mobiliser. Vous voyez que le travail que Docteur Goma est en train de faire et tous ces compatriotes là que je ne peux pas se mettre à citer tout leur nom, c'est un travail formidable, impeccable de mobilisation, de sensibilisation et d'information. Vous nous parlez d'une... Nous savons que ce que plutôt le pasteur allait nous dire que la diaspora devait s'organiser pour aller chercher les partenaires, pour aller chercher des alliés. C'est ce discours qu'il faut tenir. Ce n'est pas de vouloir fédérer la diaspora. La diaspora a déjà, si vous essayez de regarder tous ces gens ou les groupes que nous avons oubliés, même ceux qui sont au Congo, les jeunes de ras-le-bol, ils ont l'objectif. L'objectif, c'est le changement du système politique, l'instauration de la vraie démocratie au Congo, et que nous puissions mettre en place les libertés d'expression, les libertés des paroles, la libre circulation des personnes et des biens au niveau du Congo-Brazzaville. Mais si vous avez le système Sassou, vous déjà qui appelez Sassou le président, vous voyez que ça pose véritablement un problème, monsieur Maungu. Si vous appelez Sassou président Sassou, ça pose un problème. Vous êtes comme Okomi Salis qui appelle Sassou président, vous êtes comme Guy Parfait Kolela, comme Satima Biala, vous êtes comme plutôt Marcel Makome qui appelle Sassou président. Ça pose véritablement un problème. Si vous reconnaissez déjà Sassou comme le président légitime, celui-là qui n'a pas reçu la légitimité du peuple, alors vous êtes carrément dans la fausseté. Mais je ne dis pas que vous êtes traître. Hein. Ça, il faut que nous soyons sûrs là-dessus, parce que je n'ai aucune preuve de le dire. Mais
fédérer la diaspora dans une organisation politique, ça ne marche pas. Même des gens qui ont appelé pendant ce direct, ceux-là qui ont dit oui, nous sommes d'accord, nous avons proposé cela. Mais ces gens-là, ils font partie des neveux de ceux qui sont au pouvoir avec Sassou, de ceux qui travaillent avec Sassou. Ça pose véritablement un problème. Laissez les groupes travailler tels qu'ils sont. Encourager l'idéologie d'aller chercher des alliés, parce qu'une bataille se gagne avec des alliés. Nous sommes en train de le dire, une bataille se gagne avec des alliés. Un combat se gagne avec des alliés. Si l'OTAN est fort parce que l'OTAN s'est fait des alliés, les alliés travaillent dans les intérêts des uns et des autres pour se protéger. C'est ça en réalité l'objectif. Allons chercher les véritables alliés. Sassou a ses alliés. Les alliés de Sassou, vous le connaissez. Vous avez les hommes politiques français. Vous avez les militaires français qui sont dans toutes les bases militaires françaises en Afrique. Les alliés de Sassou, vous le connaissez. Vous avez les partis politiques en France que Sassou finance. Les alliés de Sassou, vous le connaissez. C'est la franc-maçonnerie française. Vous voyez, chers amis. Sassou a aussi des alliés à l'intérieur du Congo. Les généraux de Sassou sont ses alliés. Vous avez Satima Biala qui l'a nommé à l'opposition, c'est son allié. Guy Parfait Kola qui n'a jamais été élu député, mais qui est toujours député du Poul, est aussi son allié. Vous avez Ntoumi et son allié. Vous voyez, vous avez les Tister, les Tister et son allié, les Boutifiodo, les Nkousuma Vungu, le roi Maluango, le roi Makoko, tout ça, ça sont les alliés de Sassou. Vous voyez, donc, si la diaspora veut réussir, que la diaspora parte chercher des véritables alliés pour libérer. Voilà pourquoi nous avons proposé, puisque dans le système francophone, nous n'avons pas pu trouver ces alliés, mais tournons du côté du système anglophone pour aller chercher ces véritables alliés. Parce que si vous avez des alliés forts, vous avez des alliés performants, vous allez forcément pousser Sassou à la véritable table de négociation. En ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir cette table de négociation ou un quelconque dialogue avec un homme qui est hyper armé. Parce que le seul langage qu'il écoutera, c'est le langage de la force. Si vous trouvez ces alliés-là, nous proposons, tournons-nous du côté dans le système anglophone, allons-y regarder du côté de Washington, travaillons avec les sénateurs, les membres de Congrès, ceux-là qui sont pour des libertés d'expression, l'installation des valeurs démocratiques, éventuellement l'apaisement dans le pays, ceux-là qui encouragent le développement des pays pauvres. Travaillons avec eux, peut-être qu'eux ils peuvent nous accompagner pour pousser véritablement Sassou sur une table de négociation. Vous voyez, chers amis, parce que vous ne pouvez pas nous parler d'une table de négociation avec un homme qui est hyper armé, qui ne vous écoute même pas. Comment pouvez-vous expliquer toute fois que vous vous rapprochez d'une élection, vous nous parlez d'un quelconque dialogue? Ça veut seulement dire qu'il y a un problème qui ne va pas dans ce pays. Allons-y à New York, allons-y à Washington pour aller chercher des véritables alliés. Allons-y partout. Parce que si ça saute dur là, parce que ces alliés le soutiennent. Nous aussi, essayons de renverser la pyramide et puis nous allons voir comment ça va nous donner. Mais en tout cas, nous proposons que, nous pensons que l'idée du général Mbao, le général Mbao, c'est un militaire. Allez-y d'abord dire à monsieur Maungu que Mbao est un militaire, Mbao est un général. Il comprend mieux Sassou que vous. Parce que lui, il a fait l'école militaire, le général Mbao. Donc il comprend la position de Sassou du point de vue militaire. Ce n'est pas pour rien qu'il dépense plus de 15% du PIB congolais dans les achats des armes. C'est pour se maintenir là, mourir là, parce que Sassou sait qu'il a tellement massacré du monde. Et s'il laisse ce poste, toute la justice sera derrière lui, avec des procès qu'il est en train d'organiser. Vous croyez que ces gens-là vont le laisser? Il a fait le génocide dans le département de Pôle. Vous croyez que le peuple Congo va le laisser? Vous croyez que nous allons le laisser avec l'argent des générations futures qu'il a volé, qu'il a pillé et qu'il a sacrifié des générations et des générations? Vous avez dit vous-même, vous avez laissé l'amnistie, vous avez pardonné ça sur la conférence nationale, votre génération. Mais nous, notre génération, nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. C'est ça la réalité. Tout un chacun de vous. Aujourd'hui, Sassou fait humilier les gens comme le Okombi, les gens comme le général Mokoko et tous les autres. Il faut le dire que le temps de Sassou arrivera, même si ce n'est pas Sassou lui-même, mais ses enfants, ses neveux, ses petits-fils payeront de ce que leur grand-père a fait. C'est ça la réalité. Alors, M. Maungu, votre idée de fédérer la diaspora, à ce que nous sachions, ce que nous sommes en train de faire pour éclabousser ce régime fonctionne, prononçons
nous tous, nous devons plutôt parler de la recherche des alliés. Si vous voulez que les gens se regroupent pour aller chercher ces alliés, regroupons-nous là à New York, regroupons-nous là à Washington, regroupons-nous là où nous avons la possibilité d'avoir des alliés. Aujourd'hui, l'Italie qui est contre le franc CFA peut aussi être un allié pour nous dans cette lutte. Allons-y chercher ces alliés, allons-y voir ces individus. Au lieu de nous parler d'une force fédérée politique de la diaspora qui n'aboutira pas, et de nous parler d'une conférence nationale bis sous le régime Sassou, ça ne fonctionne pas. Sassou ne vous laissera pas une deuxième conférence, sinon qu'un dialogue qu'il va simplement vous mélanger dans la farine. Mais en tout cas, nous sommes clairs, nous sommes sur le chemin des alliés pour emmener l'équilibre des forces militaires et la balance politique au Congo-Brazzaville. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, passez une bonne nuit.